Notre série sur l'IA et le design va se compléter avec l'intervention d'une nouvelle experte. Aujourd'hui, on va poursuivre notre plongée dans votre pratique du design et de notre panique, nos experts sont là pour vous éclairer. Lors des 3 derniers épisodes, Aurore Diezma nous a présenté différents aspects historiques et fonctionnels de l'IA. Nous sommes arrivés à définir quels sont les 8 impacts que l'IA a sur le design. Je vous invite à les écouter si ça n'a pas déjà été le cas. Aujourd'hui, Émilie Savoyan nous offre une plongée dans la recherche universitaire afin de décortiquer la manière dont l'IA va influencer le design. Et pour ça, nous allons parler entre pratiques et principes du design. Je vous laisse entre les mains expertes d'Émilie. Comment les IA, ça peut influencer notre manière de designer. Et pour cette partie, je me suis beaucoup basée sur cet article de Verganti et de deux de ses collègues, puisque pour essayer d'observer quelles vont être l'influence des IA sur notre profession, l'article commence à faire une distinction qui m'a semblé intéressante entre la pratique du design d'un côté et de l'autre les principes qui régissent notre activité de designer. En gros, l'article commence à distinguer d'un côté tout ce qui va relever de la pratique, donc quels vont être nos process, quelle méthode on va utiliser, quel outil, est-ce qu'on va plutôt être par exemple Sketch, Figma ou Adobe XD, et aussi sur quel objet on va intervenir, quel type de produit ou de service par exemple. Très simplement, il va en énumérer 3. Déjà, le fait tout bêtement de centrer notre pratique sur l'utilisateur. Également, le fait qu'en tant que designer, on va avoir une démarche qu'on peut qualifier de créative, au sens qu'on ne va pas se contenter de mettre en œuvre des solutions existantes, de choisir parmi des solutions préexistantes, mais qu'on va avoir une démarche de se dire qu'on va idéer, passer par exemple par du brainstorming et essayer d'explorer au maximum le champ des solutions possibles. Enfin, un troisième principe qui régit souvent notre activité de designer, ça va être le fait d'avoir une démarche itérative, de se dire quand on se lance dans un projet qu'on va explorer et tester des idées rapidement et aussi souvent que possible. Et l'avantage de faire cette distinction, c'est de se dire que oui, l'IA, comme tout type de nouveaux outils, il y a de fortes chances que ça aille influencer notre pratique du design, même si la question reste à se poser de savoir jusqu'à quel point. Par contre, est-ce que l'IA peut aller jusqu'à changer jusqu'à la manière dont on conçoit le design, jusqu'aux principes qui régissent notre activité? Si on prend en premier principe le fait de devoir être centré sur l'utilisateur dans notre conception, est-ce que demain, avec les IA, on va remettre ça en question? Alors, très probablement, non. Au contraire, l'IA pourra peut-être même nous permettre d'aller plus loin, au sens où l'IA pourrait nous permettre de personnaliser l'interface selon les besoins et préférences de chaque utilisateur. En gros, d'adapter l'interface non plus à des typologies d'utilisateurs, mais à chaque individu. Un domaine où ça peut avoir des conséquences intéressantes, c'est pour rendre nos applications plus accessibles. Puisque demain, on peut dire que l'IA pourrait par exemple nous permettre d'adapter automatiquement le contenu d'un site web. Par exemple, d'adapter automatiquement le contenu produit par les autres utilisateurs sur la partie publique d'un réseau social. D'adapter automatiquement, par exemple, la taille des polices, ou encore de régler automatiquement le niveau de lecture du texte. Et peut-être même d'aller encore au-delà et non seulement d'adapter ça à chaque utilisateur, mais d'adapter aussi au contexte et à l'état émotionnel de la personne. De pouvoir, par exemple, déterminer l'état émotionnel d'un utilisateur
déterminer le moment où celui-ci va peut-être être en surcharge cognitive et d'adapter le contenu en conséquence. Si on part sur un deuxième principe, est-ce que l'IA va remettre en question le besoin de passer dans des phases d'idéation, le besoin d'explorer au maximum les solutions possibles? De nouveau, non. Et de nouveau, au contraire, l'IA, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à générer de nouvelles idées ou à explorer les limites d'un concept. Alors, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle générative, comme par exemple Midjourney, il me semble Adobe Firefly. Mais au-delà de ça, il y a des chercheurs qui, par exemple, ont essayé de concevoir des IA qui peuvent être utilisées lors d'ateliers de conception pour rebondir sur les idées ou sur les images qui vont être données par les participants et leur suggérer de nouvelles images ou idées. Ou encore, et c'est ce que vous avez en exemple en photo, d'autres chercheurs ont essayé de créer un chatbot qui va servir de modérateur lors d'une discussion entre participants ou lors d'un atelier et qui va être capable de les aider à générer un consensus. Enfin, si on passe au dernier principe qui régit notre activité de designer, le fait d'essayer au maximum d'être itératif, de tester et explorer le plus vite possible de nouvelles idées. De nouveau, l'IA ne va pas du tout remettre ça en question. Et de nouveau, l'IA pourra nous permettre d'améliorer les interfaces automatiquement, sans besoin même d'intervention humaine. En gros, l'IA pourra itérer d'elle-même sur une interface de façon à ce que celle-ci se rapproche des besoins et préférences réels de l'utilisateur, sans qu'une personne humaine ait besoin, par exemple, de déployer un correctif ou de déployer une nouvelle version d'une application ou d'un website. Ça, c'est quelque chose qui se fait déjà à petite échelle. Notamment, c'est quelque chose qui se fait déjà par Netflix, où les vignettes des recommandations de films sont personnalisées pour chaque utilisateur. En gros, Netflix a mis au point un algorithme qui, pour générer les vignettes de recommandations, va aller piocher dans les frames de chaque film des frames qui leur semblent le mieux correspondre aux besoins aux besoins et aux préférences des utilisateurs pour les inciter à découvrir de nouveaux films. Si par exemple un utilisateur ne regarde que des films d'horreur sur Netflix et que l'algorithme voudrait l'encourager, je prends un exemple extrême exprès, à découvrir la nouvelle adaptation d'un Jane Austen, il va aller choisir la frame la plus sombre d'un film romantique comme raison et sentiment pour encourager l'utilisateur à cliquer dessus. Et comme dans un vrai processus itératif, cette IA va d'abord faire des choix. Elle va un peu explorer le champ des possibles et générer des premières vignettes. Puis elle va exploiter les résultats, exploiter les films, les recommandations sur lesquels l'utilisateur a effectivement cliqué, de façon à pouvoir régénérer d'autres vignettes et à s'approcher graduellement de vignettes qui correspondent bien aux préférences de cet utilisateur. Et demain, on pourrait peut-être s'imaginer que ça ne serait plus à l'échelle uniquement de vignettes de recommandation, mais qu'on pourrait être en mesure d'avoir des IA qui itéreraient automatiquement sur l'ensemble d'une interface. Évidemment, tout ce que je vous ai décrit, c'est vraiment une des manières d'anticiper le futur. Il y a de nombreux challenges et de nombreux problèmes encore à résoudre avant d'en arriver là. Notamment, le fait de pouvoir personnaliser pour chaque utilisateur. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des expériences utilisateurs qui sont encore plus complexes que ce qu'on a actuellement. Et nos outils actuels
par exemple nos prototypes ou nos sketchs, ne sont pas nécessairement à la hauteur pour pouvoir modéliser et surtout pour pouvoir tester ces nouveaux types d'expériences utilisateurs. Un autre challenge, c'est que pour pouvoir pleinement apprécier le potentiel créatif d'une IA, pour pouvoir pleinement être en mesure d'utiliser des IA sur de nouveaux produits quand cela se justifie, encore faut-il être capable de visualiser les capacités de l'IA. Et ça, non seulement ça nécessite de s'éduquer sur le sujet, mais c'est compliqué puisque une IA ne prendra son plein potentiel qu'au moment de son déploiement. Si demain on a des IA qui peuvent émettre par elles-mêmes des hypothèses sur les comportements utilisateurs et itérer par elles-mêmes suite à ces hypothèses, c'est une opportunité pour avoir encore plus de données sur l'usage réel que font les utilisateurs des produits. Mais ça nécessite aussi de pouvoir acquérir les compétences pour faire sens des données collectées ou au moins pour être en mesure de travailler avec des data analystes. Et c'est ce qui fait dire à Verganti qu'au final, notre rôle de designer va évoluer avec les IA, même si les principes vont rester les mêmes. Puisque demain, si l'IA est capable d'automatiser le processus qui est le nôtre pour trouver des solutions à des problèmes, peut-être que le rôle du designer, ça va plus être d'être un problème solver. Ça va plus être de quelqu'un qui va élaborer des solutions pour résoudre des problèmes, mais d'avoir un rôle plutôt stratégique, voire managérial, d'être la personne qui peut utiliser ses connaissances des comportements humains pour définir quels problèmes doivent être résolus avec les IA et pour définir quelle direction les algorithmes doivent prendre pour résoudre ces problèmes. Et le designer ne serait donc plus un problème solver, mais un sense maker, un faiseur de sens. Lors du prochain épisode, nous allons revenir avec Aurore Diezma afin de plonger dans des designs qui ont déjà été effectués par de l'IA. Cette revue de presse va nous apprendre à critiquer notre pratique. Restez à l'écoute et à bientôt pour ce prochain épisode. D'ici là, si vous voulez parler d'IA et de design, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de Not Panic sur Discord pour pouvoir échanger avec toute notre communauté. Bien entendu, Aurore et Émilie vous y attendent aussi.